l'actualité de ce jeudi, la tuberculose reste un problème de santé publique. En 2018, 13 000 cas ont été enregistrés pour 3% de décès. Dans ce journal, nous ferons le point sur la situation de l'endémie au Sénégal. Retour à Diamaguène 24 heures après la mort de Yacine Sané. Un accident corporel devenu mortel selon la police nationale. Cri d'alarme des populations. L'insécurité est perceptible à chaque coin de rue selon elle. Nos équipes sont retournées sur place. Reportage à suivre. 6 ans après le violent incendie au marché Sandaga, les sinistrés peinent à redémarrer leurs activités. Des flammes hautes et voraces avaient dévoré le marché le 25 octobre 2013. Le drame hante toujours le sommeil des commerçants. En sport, Ligue africaine des champions, Génération Foot n'a pas pu réaliser l'exploit. Les académiciens ont été battus 1-0 par le Zamalek d'Égypte. Les habitants de Diamaguène n'excluent pas l'idée d'une grande marche pour dénoncer l'insécurité qui règne dans leur localité. 24 heures après la mort de la dame Yacine Sané, les circonstances du drame alimentent toujours les débats. Salif Sow, Asmalik Diop. Yacine Sané, si loin, si proche. Sa mort subite et brutale est restée gravée à jamais dans la tête de sa mère, qui est toujours sous le choc 48 heures après le drame. Elle est sortie aux environs de 6h moins 5 minutes. En ce moment, j'attendais la prière du petit matin. Sitôt que j'ai fini de prier, mon téléphone s'est mis à sonner. Au bout du fil, sa sœur qui vit à Kolda qui m'annonce que Yacine a été agressé à Sicap Mbao. Quand je suis allé, je l'ai trouvé allongé, son sang était partout. Mon fils m'a dit alors que Yacine est parti à jamais. J'ai jeté de suite le téléphone et je me suis mise à pleurer. Derrière elle, la défunte a laissé 2 enfants. Yacine Sané a trouvé la mort dans un vol à l'arraché. Ça s'est passé à Diamaguène tôt, au matin du mercredi dernier. C'est une sœur qui s'appelle Yacine Sané. Elle partait au travail pour gagner sa vie. Donc on nous a informé qu'elle était agressée par des jeunes donc, dans une car Ndiagandiaï. Donc elle a finalement perdu la vie. Donc elle était acheminée vers l'hôpital de CTO. Ce quartier de la profonde banlieue dakaroise est accessible à 3 niveaux. Tous non éclairés comme voulu. Au niveau de Taïf, ou au niveau de Diaksao ou au niveau de Fasmao, les ponts n'ont pas de sécurité. Il y a un problème d'éclairage public. Donc ce que nous demandons aux autorités de nous appuyer, d'aider les populations à avoir un commissariat au niveau de la commune de Diamaguène-Sicap-Mbao. Lui et d'autres habitants comptent d'ailleurs investir la rue les jours à venir. Nous sommes prêts à nous mobiliser pour organiser une marche vers les autorités pour leur demander vraiment de veiller à la sécurité des populations. Les populations ont le droit de manifester si elles pensent que leur sécurité est menacée. Nous faisons de notre mieux, mais il faut savoir que la sécurité n'entre pas dans les compétences transférées. Yacine Sané, 30 ans, marié et mère de 2 enfants, a été inhumé au cimetière musulman de Diamaguène mercredi dernier. Salif, le SICO a son siège, le cadre d'intervention et de coordination interministérielle des opérations de lutte antiterroriste. C'est une sorte de cellule de crise en cas d'attaque. L'inauguration a eu lieu ce matin au camp du général Mambounama Fall. Cheikh Diop et Youssou Baro. Un bâtiment d'un étage, plus d'une dizaine de salles. Les forces de défense et de sécurité vont siéger dans ce joyau. Le siège du cadre d'intervention et de coordination interministérielle des opérations de lutte antiterroriste pour mieux mener le combat. La volonté politique du chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, est de protéger le sanctuaire national et nos concitoyens. Il nous revient donc d'apporter une réponse appropriée face à la persistance de la menace terroriste, en mutualisant tous les moyens afin de prévenir, protéger les infrastructures critiques et intervenir efficacement en cas d'attaque terroriste
sur toute l'étendue du territoire national. Pour une intervention efficace et rapide, le gouvernement compte continuer davantage à mettre les moyens pour lutter contre ce phénomène. Toutes ces forces-là, aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a le SICO en a besoin, aujourd'hui le SICO va appeler. Ce qu'on a mis à la police, c'est vrai, c'est des activités de police, mais quand aujourd'hui il y a un acte de terrorisme qui intervient dans une zone police, ce seront peut-être les premiers à intervenir. Donc ça veut dire que ces forces, même si ce n'est pas forcément uniquement dédié au terrorisme, c'est dédié à la police, le SICO pourra en bénéficier. La sécurité au Sénégal, une priorité. Alhamdoulilah, nous touchons du bois, on n'a pas eu de problème, ça se passe bien, mais nous nous préparons éventuellement à ce qui, quand il y a des difficultés, qu'on puisse faire face. Ce qui est constant, c'est que nous sommes en train de nous préparer avec des investissements. Le cadre d'intervention et de coordination interministérielle des opérations de lutte antiterroriste, toujours prêt à sauver des vies, ainsi du matériel de dernière génération pour mieux faciliter le travail des forces de défense. Puis parlons maintenant de la situation de la tuberculose au Sénégal. La prise en charge des patients déjà diagnostiqués, encore un défi à relever. En 2018, 13 000 cas sont diagnostiqués, soit 3% de décès. Les autorités médicales travaillent avec les autorités communautaires pour le suivi des patients. Aminata Mbaresso et Pape Sangoné Mbaye. Au cours de l'année 2018, 13 000 cas de tuberculose sont diagnostiqués. Un autre défi à relever, le suivi des patients déjà diagnostiqués positifs. Entre 21 000 cas et 15 000 cas qui ont été dépistés, il reste des cas manquants. L'année dernière, nous en avons dépisté une centaine. Il reste des cas qui sont encore dans la communauté. Mais pour ces cas-là, les outils diagnostiques sont là, le traitement est là, disponible et gratuit, et nous avons d'excellents résultats qui sont même supérieurs à 70%. La tuberculose pédiatrique est également d'actualité, mais les chiffres évoqués sont inférieurs aux attentes des autorités médicales. Sur 100%, les 15% devraient être des enfants, mais au Sénégal, sur les 13 000 cas, il n'y a que 500 qui sont constitués d'enfants. Donc ce qui veut dire que c'est une frange de la population qui est sous-dépistée. Mais les cas déjà signalés sont inférieurs aux attentes des autorités médicales. Dans chaque capitale régionale, vous allez trouver un appareil de GeneXpert, en plus des appareils que nous avons installés au niveau des régions à forte charge. La prise en charge de la tuberculose est gratuite au Sénégal. Tout un dispositif est mis en place, des stratégies communautaires pour aider les autorités à réduire de 95% d'ici 2035 ce fléau. Ouais, Aminata, et qu'en est-il de la situation en milieu carcéral? Les chiffres ne sont pas alarmants, rassure le docteur Aliou Niang, pneumologue. Les agents sont sensibilisés pour assurer le suivi. Nous avons eu à mener une étude sur ce cas de la tuberculose en milieu carcéral. Et nous avons vu effectivement que c'est relativement important. Et ce qui a fait que nous avons mis en place un programme qui permet de dépister les cas au niveau des prisons, mais de les prendre en charge, mais aussi de former des acteurs au niveau de ces prisons pour qu'ils puissent sensibiliser ceux qui sont au niveau des prisons, pour qu'ils puissent orienter le plus tôt possible les cas symptomatiques et pour qu'on les prenne en charge. Vous pensez que ce sont des chiffres énormes, mais ce n'est pas le cas. À Saint-Louis, les populations de Léona et HLM souffrent du réseau défectueux de l'Office national de l'assainissement installé dans ces quartiers. Vous le savez, depuis 1989, les eaux usées refoulent dans les maisons et lieux de culte aux grandes dames des populations qui interpellent le ministre de l'assainissement. Suivons leur porte-parole Idrissa Diop avec notre équipe à Saint-Louis. Les systèmes de canalisation existent depuis 1989. Il y a aujourd'hui 30 ans. C'est pourquoi les eaux usées sont toujours refoulées. Depuis quelques années, nous vivons cette même situation. Il est temps que les agents de l'Agence nationale de l'assainissement prennent les mesures nécessaires. On ne peut plus prier dans la mosquée. Les enfants également sont malades à cause des eaux usées et l'odeur nauséabonde. C'est pourquoi nous lançons ce message à toutes les autorités, surtout au ministre de l'Hydraulique
et de l'assainissement, Serigne Mbaye Thiam, pour lui dire que les quartiers HLM et Léona souffrent. Les autorités doivent faire quelque chose pour régler ce problème. Les enfants sont malades et les vieux ne peuvent plus accéder à la mosquée. La réhabilitation du marché Sandaga se fait toujours attendre. Les choses semblent au point mort malgré la volonté des autorités de recaser les commerçants et de reconstruire le marché. Mais à la veille de la date du 25 octobre, c'est un autre drame qui hante le sommeil des commerçants. Voilà 6 ans, un violent incendie ravageait le marché. Aujourd'hui encore, certains sinistrés ont toujours du mal à faire redémarrer leur business. C'est un reportage de Maïmouna Ndiaye et Lamine Mandjan. Ils exerçaient tranquillement leurs activités au marché Sandaga jusqu'au jour où l'incendie s'est déclaré le 25 octobre 2013. 6 ans après, ces commerçants sont éparpillés un peu partout à Dakar et vivent des misères. C'est difficile d'exercer ce métier sans une place vraiment adéquate, alors que là-bas au champ de course, c'est enclavé et difficile d'accès. Il y a des gens qui ont préféré chercher autre chose. Ils se sont reconvertis dans d'autres activités. Dans d'autres activités, peut-être il y a des gens qui sont retournés au village pour exercer les activités champêtres ou peut-être se convertir dans l'élevage ou autre chose. Le collectif des sinistrés et l'association des commerçants And Taxawu Sandaga notent toujours des lenteurs dans la reconstruction de ce mythique marché. C'est un patrimoine national qui appartient à tout un chacun. Et il y a tout un brassage de toute l'Afrique de l'Ouest qui se retrouve ici. C'est un patrimoine. Il ne faut pas qu'on essaie de faire autre chose sur ce patrimoine. Ce qu'on voudrait aujourd'hui, c'est sa réhabilitation et on l'a crié partout. Pour l'heure, ces responsables de famille ont juste ce plan et cette maquette par devers eux et gardent toujours espoir à de lendemains meilleurs. Le projet qui est venu émanant de la commune de Dakar, on ne sait où on n'a jamais été associé, on ne sait pas d'où ça vient, et a été rehaussé jusqu'à un montant de 10 milliards pour le même projet qui devait coûter 5 milliards et qu'on avait approuvé à l'unanimité. Nous, on sent que c'est du lobby qui est là-dedans. Nous nous sommes rendus juste après à la mairie de Dakar Plateau pour voir l'avancement du projet, mais aucune information. Le maire, habilité à se prononcer, était absent des lieux. Dans le volet économique de cette édition, le Sénégal a gagné 18 places dans le rapport Doing Business 2020, une belle percée dans l'amélioration de l'environnement des affaires. De la 141e place en 2019, le Sénégal se positionne désormais à la 123e. Le rapport a relevé les efforts réalisés autour de la création d'entreprises, l'obtention de prêts, le paiement des taxes et des impôts. Mambiram Diouf et Pape Sango Dembaye. Le siège de la Banque mondiale comme cadre pour partager la présentation du rapport Doing Business depuis Washington à travers cette projection partagée avec le Togo en bond de 18 places. Intéressant, exceptionnel, affirme le directeur général de l'APIX. Quand on les compare à ce qu'on a appelé tout à l'heure le paquet des 190 économies au monde, ceci procède d'un travail soutenu et très fouillé de réformes efficaces qui ont fait l'objet du PREAC, le programme de réforme de l'environnement des affaires et de la compétitivité. Les efforts consentis ayant permis de passer de la 141e à la 123e place saluée par la Banque mondiale. Le Sénégal a contribué beaucoup à cet effort ces dernières années. Au cours des 6 dernières années, c'est près de 40 positions que le pays a gagné. Donc on voit qu'il y a eu un effort très important au niveau du Sénégal pour améliorer sa position, mais ça veut aussi dire que l'environnement dans lequel le Sénégal se trouve est un environnement très compétitif. Du 1er mai 2018 au 30 avril 2019, les réformes durant cette période ont permis ce résultat déroulé sur 4 axes majeurs. La possibilité pour les entreprises d'honorer leurs obligations fiscales sans se déplacer. Dans cet indicateur, on est 60e mondial. Nous avons aussi travaillé sur la contribution de l'économie locale. Nous avons aussi travaillé sur la facilité de l'accès au crédit. Le 4e, c'est la protection des investisseurs par la mise en place du tribunal de commerce. D'autres défis pour entrer dans le top 100. Achever les réformes structurelles et sectorielles sur le foncier
et la législation du travail. Simplifier les systèmes de tarification et de transactions, notamment au port. Renforcer aussi la régulation et la concurrence en finalisant le cadre juridique des PPP et en rénovant le cadre du commerce et le code des investissements. A signaler que le Togo, 97e mondial, est également dans le top 10 dans le monde, ainsi que le Nigeria. Merci Mambiram. L'accès à une électricité moderne, accessible et moins chère pour chaque Sénégalais à l'horizon 2035, c'est la stratégie et la feuille de route de la réforme du secteur de l'énergie. Un projet financé à hauteur de 350 milliards de francs CFA par le gouvernement américain. Le ministre de l'énergie et du pétrole, Mohamedou Makhtar Cissé, a reconnu des contraintes majeures comme l'accès difficile à l'électricité dans certaines zones rurales et son coût élevé, entre autres, véritable frein pour la croissance économique du pays. Compte rendu Maguette Souaré Diallo et Gervais Yao. L'énergie, un secteur clé au Sénégal. Pour améliorer sa distribution, l'État et ses partenaires annoncent une réforme à l'horizon 2035. Un projet financé à plus de 350 milliards de francs CFA par le gouvernement américain. Une manière de mieux faire face aux contraintes majeures comme le faible accès à l'électricité en zone rurale. L'accès également à l'électricité ou à l'énergie a été également de tout le temps identifié comme une contrainte majeure. L'extension des réseaux, l'électrification rurale, c'est extrêmement important. Il y a des départements moins bien lotis que d'autres. Autre obstacle majeur au développement du secteur énergétique, le coût élevé de l'électricité au Sénégal, une situation qui peut constituer un frein à la croissance économique locale. Depuis au moins une vingtaine d'années, le coût de l'électricité a été identifié comme une contrainte pour la croissance parce que c'est une contrainte, c'est un coût de facteur important pour les entreprises. De moderniser, de densifier le réseau de transport de l'énergie, parce que c'est une chose de produire de l'électricité, mais c'est une autre d'en assurer le transport, l'évacuation. Et cela est extrêmement important. Pour l'ambassadeur des États-Unis au Sénégal, l'amélioration du réseau de l'électricité du pays nécessite aussi l'implication du secteur privé national. Nous voulons viser aussi la participation du secteur privé parce qu'il est clair, ces derniers temps, le gouvernement ne peut pas tout faire. Le gouvernement va créer un environnement propice au secteur privé d'arriver et c'est ça vraiment qui est très important dans ce sens-là. La présentation de la stratégie et de la feuille de route de l'électricité du Sénégal à l'horizon 2035 intervient à une période où la demande est devenue plus forte et que les délestages sont de plus en plus notés dans beaucoup de localités du Sénégal. Restons Maguette dans le domaine pour bâtir une unité nationale autour du pétrole attendu au Sénégal et amener les populations de l'intérieur du pays à avoir le même niveau d'information que ceux du centre sur les hydrocarbures. Des acteurs du pétrole ont animé une réunion de sensibilisation et d'information à Bonkonto, une commune du département de Vélingara. Plus de détails, nous retrouvons Abdoulaye Diallo. Pour amener les Sénégalais à vivre ensemble autour des éventuelles productions de pétrole attendues dans le territoire. Des séances de sensibilisation sont en train d'être menées dans des localités de l'intérieur du pays. Une réunion du même genre a eu lieu à Bonkonto, une commune située dans le département de Vélingara. Il faut faire attention parce que le pétrole est un liquide inflammable. Il y a beaucoup de confusion, il y a beaucoup d'amalgame, il y a beaucoup d'intoxication et il y a beaucoup de désinformation. Il faut que nous prenions nos responsabilités, nous autres Sénégalais, pour savoir que ce pays nous a été légué par des gens vaillants, qui se sont battus pour gagner la bataille de la stabilité, de la liberté, de la démocratie, mais surtout la bataille du vivre ensemble. Et c'est dans ce sillage-là qu'il faut comprendre les sensibilisations que nous sommes en train de faire pour dire aux populations exactement qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est en train d'être fait par leur gouvernement, mais surtout qu'est-ce qu'ils peuvent tirer de cette manne pétrolière et gazière. Qu'ils soient au même niveau d'information que les gens de Dakar. Et l'orientation, c'est-à-dire expliquer aux populations de la commune de Bonkonto comment, comme il a commencé à le faire tout à l'heure, comment il faut se positionner pour pouvoir espérer de bénéficier de la retombée du pétrole. Et le troisième aspect, donc, la formation. Ces populations sont informées des dispositions prises par le Sénégal pour un environnement paisible autour du pétrole. C'est une révolution déjà que de mettre dans la constitution de notre pays à son article 25 que les ressources naturelles appartiennent à toutes les populations.
appartiennent au peuple plus exactement. En mettant en place le COS-Pétrogaz, en mettant en place l'Institut national du pétrole et du gaz, en adhérant à l'ITIE, l'initiative pour la transparence dans l'industrie extractive, où à ce jour tous les contrats sont publiés. Vous allez sur le site de l'ITIE, itie.sn, vous verrez que tous les contrats dont on parle sont publiés. Pour mieux impliquer ces populations dans le secteur des hydrocarbures, une cinquantaine de jeunes de la commune de Boncompte seront formés dans des métiers du pétrole et du gaz. Merci Abdoulaye. Le changement climatique préoccupe aussi l'Association des femmes de l'Afrique de l'Ouest. La FAO organise un atelier de formation des jeunes de l'Afrique de l'Ouest sur les effets des changements, une manière d'aller vers un plan d'action pour la réduction de la vulnérabilité et de l'adaptation au changement climatique en Afrique de l'Ouest. Suivons les explications de la présidente de la FAO, Madame Khadi Faltal. Évidemment, nous avons déploré le fait que jusqu'à présent, le changement climatique n'est pas tellement arrivé sur le terrain avec les populations. Mais pour notre part, nous avons une obligation de faire appel aux filles, pour qu'elles puissent, en tout cas dès maintenant, commencer à s'impliquer sur les problèmes de changement climatique. Vous avez vu tous les problèmes que nous avons dans notre agriculture à cause de la sécheresse, donc le changement climatique, tous les problèmes que nous avons sur l'avancée de la mer, donc le changement climatique, tous les problèmes que nous avons pour les inondations, le changement climatique. Et j'ai trouvé que c'est les femmes qui utilisent le bois de chauffe pour aller bouillir la marmite, ça fait partie de leur charge, mais en même temps, ça fait de la déforestation qui fait qu'on ne peut pas déforester et avoir un climat stable. Et puis retenez concernant l'affaire Aïda Diallo que le khalife général des Mourides accepte les excuses de la veuve de Serigne Béthio Thioune. Quelle que soit la gravité de la faute commise, un pardon peut toujours être accordé au fauteur si ce dernier a accepté de se repentir et de s'engager à ne plus jamais récidiver, a déclaré le khalife général des Mourides. L'actualité pas très loin de chez nous, en Guinée-Conakry précisément, le Front national pour la défense de la Constitution va manifester à Dakar le 4 novembre prochain pour alerter l'opinion internationale contre un troisième mandat d'Alpha Condé. Le FNSD bénéficie du soutien de Y'en a marre et du mouvement Frappe France Dégage pour la préservation de la Constitution en Guinée. C'est un reportage de Mohamed Somb et Ababakar Kamara. Non à une nouvelle constitution, c'est le cri du cœur du FNDC. Y'en a marre et Frappe France Dégage apportent leur soutien au Front national pour la défense de la Constitution, ce pour s'opposer à un troisième mandat d'Alpha Condé en Guinée. Nous avons initié cette convergence-là des forces vives du Sénégal et de Guinée pour nous faire entendre, pour montrer notre désaccord par rapport à ce projet démocraticide de troisième mandat d'Alpha Condé. Nous nous sommes sentis intéressés et nous nous sommes sentis concernés. Que personne ne nous demande, que personne ne nous dise que ce n'est pas une affaire de Sénégalais. Le préfet de Dakar ayant rejeté la demande de manifestation du FNDC à Dakar, l'activiste Guy Marius Sagna tire la sonnette d'alarme. Écoutez, vous n'êtes pas ici chez vous, vous n'aurez pas d'autorisation. Écoutez, comme Alpha Condé vous interdit de manifester, le droit que vous n'avez pas en Guinée, vous ne l'aurez pas ici au Sénégal. Nous sommes choqués, nous sommes scandalisés et nous dénonçons vigoureusement, nous dénonçons énergiquement la posture du préfet de Dakar. Un rassemblement pacifique sera tenu le 4 novembre prochain pour décrier ce qui se trame actuellement en Guinée, mais surtout exiger le départ d'Alpha Condé avant 2020. Le samedi 2 novembre prochain, le mouvement Y'en a marre, Frappe France Dégage, Africa Jom, Africtiviste, toutes les forces vives sénégalaises, les gilets jaunes, les gilets rouges et tant d'autres, en collaboration avec le FNDC, c'est nous les Sénégalais qui nous organisons pour nous exprimer et faire exprimer nos frères guinéens sur le projet parce que nous sommes en démocratie. La stabilité et l'espoir de la Guinée sont menacés de l'avis du Front national pour la défense de la Constitution. Les forces vives guinéennes et celles du Sénégal s'engagent pour la préservation de la Guinée.
Actualité sportive, la désillusion pour Génération Foot. Les académiciens ont été battus 1-0 par le Zamalek. Les Sénégalais ont longtemps couru derrière le score puisque les Égyptiens ont ouvert le score dès la 19e minute. Le football sénégalais se console avec le classement FIFA. Notre pays demeure toujours à la première place en Afrique. Le Sénégal est suivi de la Tunisie et du Nigeria sur le podium alors que l'Algérie, championne d'Afrique, est à la 4e place. Au niveau mondial, le Sénégal est 20e, loin du podium occupé par la Belgique, la France et le Brésil. Football toujours, Coupe du Monde U17 Brésil, justement, 2019, du 26 octobre au 17 novembre prochain. Placé dans le groupe D, le Sénégal entre en lice ce dimanche face aux Américains. Pays-Bas et Japon, deux grandes nations de football, sont ces deux autres adversaires de la phase de poule. Les Lionceaux, à hauteur d'une préparation très aboutie, sont donc appelés à vite entrer dans le vif du sujet pour leur premier mondial. C'est un récit de Cher Sadibou Diarra. Novice à l'assaut d'habitués de la compétition, c'est la configuration de la poule D de la Coupe du Monde des cadets Brésil 2019 où se trouve le Sénégal. Malik Daf et ses protégés se lancent dans 3 jours vers leur première participation au mondial U17. Repêché suite à l'affaire de la fraude sur l'âge de la Guinée à la CAN de la catégorie en 2019, la sélection sénégalaise est sans pression à Sao Paulo, surtout qu'elle a des habitués de la compétition comme adversaires de groupe. Les États-Unis d'Amérique sont les premiers à se dresser sur le chemin des Lionceaux ce dimanche à 20h. Vice-champion de la CONCACAF, la sélection américaine aux résultats constants en zonal et en mondial est en route vers sa 17e participation avec une fois une place de demi-finaliste. Elle ne manque pas aussi d'ambition au Brésil. Les Pays-Bas sont les deuxièmes adversaires du Sénégal. Une rencontre prévue le mercredi 30 octobre prochain à 20h qui vaudra le détour et son importance. Les cadets néerlandais qui vont vers leur 4e participation avec une médaille de bronze en 2005 disposent en ce moment d'une bonne génération de jeunes footballeurs. Les Pays-Bas sont les doubles champions d'Europe en titre 2017 et 2019. Le dernier adversaire des Lionceaux le samedi 2 novembre prochain est le Japon. Pour sa 10e participation au mondial des cadets, la sélection nippone ambitionne de rééditer au moins sa meilleure performance jusque-là, une place de quart de finaliste. Pour ainsi dire, le Sénégal fait face à un immense défi pour passer le premier tour du mondial U17, Brésil 2019. Ces résultats en match de préparation, 6 sorties couronnées de succès, plaident toutefois pour un certain espoir. Merci cher, c'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. L'info continue dans Soir d'Info. Aram Touré, vous recevez M. El Hadj Alioune Diouf, professeur d'économie internationale, enseignant à l'École nationale d'administration.